Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, en mai 2018, Donald Trump décidait unilatéralement de sortir de l'accord de Vienne. Les pays qui restaient signataires de l'accord, la France, l'Angleterre et l'Allemagne, ont été de leur côté incapables de respecter leurs propres engagements du fait du caractère extraterritorial des sanctions américaines. Les tentatives ont littéralement avorté sur le plan opérationnel, malgré les multiples annonces faites. Aujourd'hui, le blocage est total, car l'humiliation est totale. L'assassinat du général Qassem Soleimani et les menaces du président Trump sur des sites culturels n'ont fait que toucher les Iraniens au plus profond de leur identité. L'obsession de Donald Trump, loin de toute considération liée aux droits de l'homme, est d'élargir les termes de l'accord de 2015 à l'influence régionale de l'Iran et à la remise en cause de son programme conventionnel balistique. Ne pas se doter de l'arme nucléaire, c'est une chose. Ne détenir aucun moyen classique de défense et de dissuasion n'est une autre. Aucun pays ne l'accepterait. Quant à l'influence de l'Iran en Syrie, au Liban, en Irak ou encore au Yémen, personne ne peut la nier. Elle est contestée, elle est contestable dans certaines de ses modalités et dans sa forme. Par ailleurs, nous avons été nombreux à dénoncer et la rétention des 2 universitaires français et la terrible répression dans le sang qui s'est abattue sur des mouvements de contestation massive des populations. Mais ne soyons pas naïfs. L'Arabie saoudite, qui est notre allié, ne partage pas non plus nos valeurs. L'Iran est essentiel dans l'équilibre de la région et pour combattre Daesh, ce qui était le cas en Irak, où les Américains combattaient encore il y a peu aux côtés du général Soleimani. La France a appelé à la désescalade, elle enjoint à l'Iran de ne pas revenir sur l'accord de Vienne. L'Europe appelle à la création d'un espace diplomatique. Pour qu'il y ait espace diplomatique, il faut qu'il y ait un dialogue possible. Demander à l'Iran de respecter unilatéralement un accord sans aucune contrepartie, en ne tenant compte d'aucune ligne rouge, n'est certainement pas une porte de sortie, c'est une véritable impasse. Alors, Monsieur le ministre, l'Europe, et en premier lieu la France, est-elle capable de proposer les conditions réelles d'un véritable compromis ? Monsieur le rapporteur, chers collègues, ce projet de loi, même s'il ne concerne que peu de personnes, est vraiment important, car il peut non seulement permettre de faciliter le quotidien et la vie de famille, mais il peut aussi permettre de créer des liens culturels plus forts avec le pays d'accueil. Les relations entre les 2 pays signataires ne peuvent en être que meilleures. Ce texte, malgré son importance et l'avancée qu'il représente, doit cependant être questionné sur plusieurs points. En effet, il continue de laisser le conjoint disposant du statut de membre de la famille dans une situation de dépendance forte par rapport à l'agent en mission. Le projet de loi admet que l'autorisation de travailler sera peut-être supprimée s'il y a perte du statut de membre de la famille, si l'agent et son conjoint décident de se séparer dans des conditions qui peuvent parfois être difficiles. Le conjoint perd son statut mais également son travail. Ce projet de loi instaure également que cette autorisation prend fin quand l'activité salariale prend fin, ce qui implique de refaire toutes les démarches administratives requises pour avoir une nouvelle autorisation, alors que la nouvelle profession exercée peut être la même mais dans une autre entreprise. L'article 6 pose également un problème, car il permet, dans l'hypothèse où le membre de la famille commet une infraction pénale dans le cadre de sa profession, que l'État d'envoi puisse choisir de lever ou non l'immunité pénale. La sentence peut également être levée ou non par l'État d'envoi. Cette proposition, donc, crée une incertitude et ne semble pas très juste. Malgré ces remarques, les autres articles de ce texte forment un projet de loi moderne qui permettra aux membres de la famille des 2 pays d'avoir des expériences tant professionnelles que sociales et culturelles dans le pays d'accueil, ce qui témoigne d'ailleurs de la qualité des relations entre la France et l'Arménie qui ont réussi à formaliser un tel accord. Aussi, monsieur le rapporteur, pourriez-vous nous indiquer quelques exemples de pays avec lesquels nous ne sommes pas parvenus à signer de tels accords et surtout les raisons qui, de manière générale, ont conduit à cette impossibilité ? Merci. Madame la ministre, Madame la présidente, Madame la rapporteure, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui afin d'examiner le protocole d'application de l'accord relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier signé en 2013 entre l'Union européenne et l'Arménie, qui a fait l'objet d'un protocole d'accord d'application entre la France et l'Arménie en 2016. Dans la mesure où, conformément à l'article 20, il appartenait aux pays signataires de l'accord européen de définir les modalités d'application de certaines dispositions. Cela laissait une marge de manœuvre assez large sur des points importants. C'est sur certaines de ces modalités d'application que nous avons formulé certaines critiques. Il en va ainsi de l'article 5 du protocole, qui traite des auditions, dont l'objectif est de pouvoir confirmer la nationalité de la personne en séjour irrégulier. Cet article prévoit que ces auditions puissent se faire par téléphone ou par visioconférence. Or, cette modalité, si elle est mal encadrée, peut nuire au fonctionnement normal de l'audition. Certains collègues en commission des affaires étrangères rappelaient à juste titre que la rapidité des procédures en matière juridique permet de mieux respecter les droits des individus. C'est une réalité. Néanmoins, il ne faut pas confondre rapidité et précipitation. Or, aucun garde-fou n'est réellement prévu dans ce texte. Par ailleurs, l'accord révèle une profonde asymétrie de principe entre les 2 parties.
En effet, l'article 3 indique que l'Arménie doit délivrer le document de voyage nécessaire à la réadmission au plus tard 3 jours ouvrables après la demande de réadmission et précise que dans le cas où la partie arménienne n'aurait pas répondu, la France délivrera un document de voyage considérant qu'en l'absence de réponse, la demande a été approuvée par la partie arménienne. Cette disposition n'existe pas dans le sens inverse. Nous en avons longuement discuté en commission. Certains ont rappelé que l'asymétrie existait de fait, et c'est là encore une réalité qui ne peut être niée. Les flux et leur nature sont asymétriques, mais ce n'est pas l'asymétrie de fait dont il est question ici, mais de l'asymétrie de procédure. Enfin, je tenais à évoquer un point essentiel, celui de la protection des données à caractère personnel. L'accord signé entre l'Union européenne et l'Arménie permet l'envoi par voie électronique d'une multitude d'informations, telles que les demandes de réadmission, les réponses à ces demandes ou encore les demandes de transit. Or, figurent dans ces documents des données à caractère personnel. L'accord signé entre l'Union européenne et l'Arménie indique que le traitement des données à caractère personnel dans le cas d'espèce est régi par la législation nationale de l'Arménie. Or, comme l'a indiqué notre collègue Laurence Dumont en commission, la Commission nationale de l'informatique et des libertés indique, concernant l'Arménie, que cette protection n'est pas reconnue comme adéquate par l'Union européenne. Comme je l'avais rappelé en commission également, même si l'étude d'impact de l'accord franco-arménien indique que l'Arménie a signé la convention dite Convention 108, relative à la protection des données personnelles, rien n'indique qu'elle ait été intégrée dans son droit interne. Autrement dit, nous n'avons aucun élément qui puisse nous assurer de la protection des données des personnes en Arménie. En somme, cet accord nous est présenté comme la simple reprise d'un texte européen. Or, le texte en question laisse une réelle marge de manœuvre aux États membres dans ses modalités d'application et il apparaît que l'accord qui nous est proposé comporte des risques d'atteinte aux droits fondamentaux des personnes. S'il était nécessaire de légiférer, il convenait d'appliquer des modalités qui assurent que l'examen de la situation des personnes en séjour irrégulier ainsi que leur renvoi dans leur pays d'origine soit bien réalisé dans le respect de leurs droits fondamentaux. Face à une forme d'incertitude et de doute qui n'ont pas été levés, le groupe Liberté et Territoires s'abstiendra sur ce texte. Madame la ministre, Madame la présidente, monsieur le rapporteur, nous ne pouvons que tristement constater le regain de tensions et de conflits à travers le monde et la nécessité que cette situation entraîne de conclure des accords bilatéraux de défense et de coopération. Nous avons, il y a quelques mois, adopté le projet de loi relatif à l'adhésion de la Macédoine du Nord à l'OTAN. Je m'étais exprimée ici même en faveur de cette adhésion, en rappelant pourquoi elle participait d'un processus plus grand de stabilisation de la région des Balkans. Aujourd'hui, approuver le projet de loi sur l'accord entre la France et l'Albanie relatif à la coopération en matière de défense permettra de renforcer ce processus, notamment parce qu'il donnera l'occasion aux deux parties de pouvoir échanger autour de sujets d'intérêt commun comme la lutte contre le radicalisme et le terrorisme, la stabilisation des Balkans, qui restent des enjeux majeurs tant pour la France que pour l'Albanie que pour l'Europe. L'Albanie est membre de l'OTAN depuis 2009 et cette adhésion, comme cela a été rappelé, a rendu obsolète notre précédent accord datant de 1996. Aussi, le présent accord permet d'envisager une coopération bilatérale moderne, tout en permettant à l'Albanie d'être davantage intégrée dans les opérations de l'OTAN. Pour ce qui est de l'accord entre la France et Chypre, il est important de souligner qu'il est fondé sur la réciprocité, comme en atteste l'article 1er, qui fait état d'une réelle volonté d'échange d'expériences ou de connaissances. Je retiens notamment à ce titre le petit e de l'article 1er, relatif à l'échange d'expériences en matière de justice militaire et de droit international. Par ailleurs, Chypre, en tant que pays insulaire, se doit d'élaborer une stratégie maritime solide. Chypre a joué un rôle important dans l'élaboration de la stratégie de sûreté maritime de l'Union européenne. Cet accord permettra donc d'améliorer les connaissances de la France concernant ce sujet et vice-versa. Au-delà des avantages que les deux parties trouveront dans cette coopération, il s'agit également de rappeler le message fort véhiculé par cet accord. La présence de forces militaires turques sur une partie de l'île depuis 1974 rend la situation particulièrement tendue. Une des fortes motivations chypriotes à vouloir intégrer l'Union européenne reposait sur la possibilité de bénéficier d'une solide protection face à cette menace. Grâce à cet accord bilatéral, la France démontre qu'elle participe concrètement à cette protection. C'est ce que traduit le petit j de l'article 1er relatif à l'apport de facilités opérationnelles et de soutien logistique aux forces armées. Une disposition d'autant plus importante que la France s'est engagée récemment, comme vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, à aider Chypre à préserver la souveraineté de sa zone économique exclusive et de ses eaux territoriales à la suite des forages illégaux entrepris par la Turquie. Ces deux accords, l'un avec l'Albanie, l'autre avec Chypre, permettent par ailleurs de conforter nos relations diplomatiques au-delà de l'acquisition des connaissances militaires, en permettant de préserver et de renforcer des relations de confiance entre les pays.
Concernant l'accord entre la France et l'Albanie, je retiens notamment l'article 4 qui fait état d'échanges d'expériences et de savoir sous des formes variées, à travers des conférences, des exercices militaires ou encore des manifestations sportives, et ce pour l'ensemble des forces qui constituent le corps militaire. Concernant l'accord entre la France et Chypre, je retiens, comme je l'ai déjà évoqué, l'article 4 qui fait état d'une coopération sur des champs de compétences variés et complémentaires. Ces deux accords sont fondés sur le partage. Il s'agit aussi de dialogue entre les personnels militaires. Or, même s'il s'agit de relations spécifiques, ces échanges auront des effets également positifs sur les relations entre les États de manière plus générale. Ces accords favorisent une meilleure compréhension de l'autre et de ses représentations du monde. Ils contribuent à l'apaisement général et à la réduction des risques de conflit. Pour toutes ces raisons, le groupe Liberté et Territoires votera donc en faveur de ce projet de loi.